Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique sur le canal de la communauté Ujamaa. Vous avez déjà probablement vu cette statue de Léopold II en Belgique où il est écrit les propos de Léopold II lui-même. J'ai entrepris l'œuvre du Congo dans l'intérêt de la civilisation et pour le bien de la Belgique. Fin de citation. Eh bien, ce sanguinaire roi Léopold II, qui est responsable de tellement de massacres et de morts au Congo, serait venu en Afrique pour soi-disant la civiliser. Mais en réalité, qui sont les civilisateurs de qui? Qui sont les premiers qui ont civilisé les autres? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors accrochez-vous et c'est parti. Eh bien, nous allons commencer par un moment assez récent dans l'histoire, c'est-à-dire à partir du 5e siècle, au moment où l'Empire romain d'Occident va être en décadence, c'est-à-dire quand il va arriver à sa chute. Alors, qu'est-ce qui se passe au Moyen-Âge? Eh bien, au Moyen-Âge, l'Empire romain qui était fort, qui était puissant à cette époque, qui était dans un paradigme vraiment de développement et d'influence mondiale, à ce moment-là, l'Occident européen est conquis par l'Église chrétienne. C'est à ce moment-là que le Moyen-Âge commence et que l'Église chrétienne commence à diriger l'Europe. Le pape devient, puisque au moment de l'Antiquité, lorsque l'empereur Constantin a imposé la religion chrétienne dans l'Empire romain, dans l'Empire romain en général, eh ben, c'était l'empereur qui décidait qui devait être pape. Mais maintenant, comme l'empire s'est effondré et qu'il n'y a plus d'empereur, à ce moment-là, c'est le pape qui devient le chef suprême. Et parfois, c'est même le pape qui désigne les rois qui doivent devenir roi d'Angleterre, roi d'Espagne, roi de France, roi d'Italie, ainsi de suite. C'est le pape et l'Église catholique qui deviennent les maîtres en fait de l'Occident, de l'Europe à cette époque-là, et principalement de l'Europe occidentale. Alors, pendant cette époque du Moyen-Âge, l'Église chrétienne va diriger l'Europe. Et je crois, vous le savez, je l'ai expliqué dans une vidéo passée, dans une vidéo précédente, le bilan de la gestion de l'Europe par l'Église chrétienne est une catastrophe terrible. À ce moment-là, en Europe, les gens ne se lavaient plus. Il y avait des épidémies de peste, de syphilis et de toutes les sortes d'épidémies les plus terribles que l'humanité a connues. Et ben, l'Europe l'a connue à cette époque-là parce que les gens, ils étaient sales, ils déversaient leur caca dans la rue, ils déversaient toute leur saleté, ils déversaient ça dans la rue. Les gens étaient sales à un niveau que vous pouvez pas imaginer. Ils puaient comme vous pouvez pas imaginer en fait. Donc, l'Europe à ce moment-là, c'était l'Europe occidentale précisément, c'était le chaos de chez chaos à cette époque-là. Dans l'Occident féodal, la société, c'est l'Église. La plupart des Occidentaux sont chrétiens. Ils croient en Dieu, au Saint-Esprit, en Jésus-Christ. Leur vie quotidienne est organisée par l'Église. En ville, on utilise surtout des pots de chambre, aussi appelés vases de nuit, qu'on s'empresse de vider au matin dans la rue. Oui, dans la rue, car il n'y avait pas d'égout ni de poubelle à l'époque. Les villes sont sales alors. Faut bien avouer que oui, la ville, qui donc n'a pas d'égout, est sale. Les gens déversaient leurs eaux sales et leurs déchets dans un filet d'eau qui coulait au milieu de la rue, et ça c'est dans le meilleur des cas. En plus en ville, il y a des animaux, des chevaux, des cochons et tous les autres animaux qui doivent bien faire leurs besoins quelque part. Il y avait déjà des éboueurs, mais ils ne ramassaient pas les poubelles puisqu'il n'y en avait pas. Leur tâche était de nettoyer la boue des rues, d'où leur nom, d'éboueurs. Mais malgré tous leurs efforts, les rues étaient sales. D'ailleurs, pour ne pas salir leurs belles bottes dans ces saletés, les riches marchaient toujours sur le côté de la chaussée. Les pauvres, eux, n'avaient plus qu'à marcher au milieu, dans la rigole nauséabonde. Alors pourquoi dit-on que les gens étaient sales au Moyen-Âge? De grandes épidémies se propagèrent en Europe. Les gens ont alors cru que l'eau des bains, en ouvrant les pores de la peau, permettait aux maladies d'entrer dans le corps. Les études des villes ont fermé et les gens ont arrêté de se laver pour ne pas tomber malades. On remplace le bain par le parfum et par le changement régulier d'habits. À partir de 1347, la grande peste envahit l'Europe. Extrêmement contagieuse, la maladie se diffuse très rapidement, causant la mort d'environ 20 à 25 millions de personnes en 5 ans, soit près d'un habitant sur 3. Y a-t-il plusieurs sortes de peste? Oui, il existe plusieurs formes de peste. D'abord, la peste bubonique qui se transmet à l'homme par la piqûre des puces du rat. Elle atteint les ganglions du cou qui se mettent à gonfler comme des œufs. Mais à l'époque, personne ne comprenait qu'une petite puce vivant dans la fourrure des rats pouvait être responsable d'un tel fléau.
Et comme il n'y avait pas d'égout dans les villes, les rats pullulaient. Les gens ne se méfiaient pas et se faisaient piquer par les puces sans le savoir. Ils mouraient en une semaine dans d'horribles convulsions. La deuxième forme est la peste pulmonaire, due à la même bactérie mais qui se transmet d'une personne à l'autre par voie respiratoire et infecte les poumons. La mort est extraordinairement rapide, elle arrive 2 ou 3 jours après les premiers symptômes. Pourquoi la peste tua-t-elle autant de monde ? Parce qu'elle est très contagieuse, elle passe facilement d'une personne à l'autre. Dans le cas de la peste pulmonaire, la maladie s'attaquait aux poumons, les malades se mettaient à tousser et à cracher du sang plein de bacilles qui transmettaient la maladie. L'époque est aussi propice à la transmission de la maladie. Les populations sont déjà affaiblies par les nombreuses autres épidémies et par la famine qui ravage l'Europe à cette époque. Le terrain était donc propice pour la propagation de la peste. Que pouvaient faire les médecins face à la peste ? Pas grand-chose. La médecine se montrait impuissante face à cette catastrophe. Certains pensaient que la peste était une punition divine. Ils défilaient dans les rues en se flagellant, c'est-à-dire en se frappant avec un fouet pour obtenir le pardon de Dieu. L'Église interdit finalement leur mouvement. Le désarroi de la population a entraîné des atrocités. Les Juifs furent désignés comme responsables. On les accusait d'avoir empoisonné l'eau des puits par haine des chrétiens. Des massacres, on les appelle des pogroms, firent disparaître des milliers de Juifs qui n'y étaient pour rien dans la maladie et en étaient d'ailleurs eux-mêmes atteints. Alors, à ce moment-là, du fait que l'Europe est tombée dans un état semi-barbare, les Africains d'Afrique du Nord, qu'on appelle les Maures aujourd'hui, du royaume de Mauritanie, parce qu'à cette époque-là, toute l'Afrique du Nord était noire majoritairement, malgré que l'Empire romain avait conquis une grande partie de cet empire-là, de l'Empire de l'Afrique du Nord, qu'on appelle aujourd'hui la Mauritanie. Les Maures de Mauritanie étaient majoritairement noirs, avant que les Arabes aussi ne puissent venir pour blanchir cette partie d'Afrique du Nord. Mais à cette époque, majoritairement, les habitants d'Afrique du Nord, ils étaient noirs, ceux qu'on appelle les Maures, M-A-U-R-E. Et ces gens-là, les Maures, en quittant l'Afrique du Nord, vont s'installer en Espagne, dans la péninsule ibérique, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Espagne et le Portugal. Ils vont s'installer dans cette partie du monde. Et qu'est-ce qui va se passer ? Les Maures de Mauritanie vont apporter ou rapporter la civilisation qui a été perdue par les Occidentaux à cette époque-là. Et c'est à ce moment que les Européens qui dormaient avec les cochons dans les mêmes pièces, qui se baladaient dans des rues infestées, immondes et totalement inondées par tout ce que vous savez là, tout ce que vous venez de voir, en fait, cette Europe qui était totalement semi-barbare à ce moment-là, pour ne pas dire totalement barbare à cette époque, va commencer à être recivilisée par les Maures de Mauritanie qui ont pris leur connaissance à partir de l'Empire du Mali, à Djenné, au Mali, bref, dans les cités africaines qui étaient d'où ils venaient. C'est à ce moment que l'Afrique va rapporter la civilisation en Europe. C'est à ce moment que, pendant que l'Europe était le continent le plus sous-développé de la planète à ce moment-là, que lorsque les Maures arrivent, ils vont d'abord commencer par introduire l'architecture des châteaux forts en Europe. Nous voyons sur des images plein de représentations à cette époque-là où on représente des Maures, les Noirs, les Maures qui sont dans des châteaux forts en train de les défendre, dans des architectures vraiment sophistiquées pour l'époque, en tout cas en Europe, et des Européens qui sont en train de les attaquer. Ou alors des Européens qui sont tout autour, et les Maures qui sont en position de force par rapport aux Européens qui étaient sur leur propre continent en ce moment-là. C'est parce que ce sont les Noirs d'Afrique qui ont apporté cette nouvelle architecture dans le monde européen à ce moment. Et d'ailleurs, ce n'est pas que la seule révolution qu'ils ont apportée en Europe, il y a aussi la médecine qui les ont aidés à surmonter les épidémies qui ravageaient l'Europe à cette époque. Ils ont apporté des nouvelles connaissances qui les ont aidés à sortir de l'obscurantisme dans lequel ils étaient parce qu'ils étaient totalement... ils traversaient des moments de famine, de superstition, bref, c'était une époque totalement barbare à cette époque-là en Europe. Et ce sont les Maures de Mauritanie, les Africains, les berbères noirs d'Afrique du Nord qui ont apporté cette nouvelle civilisation-là en Europe et qui a apporté le développement de l'Europe occidentale à cette époque-là. Et l'occupation des Africains en Europe à ce moment-là va durer près de 1000 ans. Les 1000 ans du Moyen-Âge où tous ces gens, les Européens étaient sous-développés, ils vivaient dans des conditions tellement macabres.
les Noirs africains qui étaient en Espagne et au Portugal en ce moment-là vont durer près de 1000 ans en train de civiliser ou de reciviliser l'Europe à ce moment-là. Et c'est ainsi que, après cela, vu que bon, le monde il est ingrat, hein, les Européens, puisqu'ils n'étaient pas, ils n'étaient pas bien dans leur peau, sachant qu'une autre des étrangers sont en train de diriger une partie de leur continent à ce moment-là, du fait que la civilisation que les Maures ont apportée en Espagne et au Portugal s'est répandue à travers toute l'Europe occidentale, les Européens se sont recivilisés et après, vu que comme je le disais, le monde il est ingrat, ils ont organisé ce qu'ils ont appelé la Reconquista, c'est-à-dire reconquérir les territoires occupés par ces gens-là, par les Maures et les Maures et les Arabes, parce que les Arabes aussi s'étaient mêlés à la sauce. Alors, ils ont organisé ce qu'ils ont appelé la Reconquista, c'est-à-dire venir récupérer les territoires qui sont occupés. Et c'est ainsi qu'ils ont massacré les gens qui leur ont apporté la civilisation, les ont chassés de leur territoire et se sont réappropriés l'Espagne et le Portugal. Et c'est ainsi que ces royaumes-là, les différents royaumes Maures qui étaient organisés à cette époque-là dans cette région, vont être récupérés. Et à cette époque va être instaurée l'Inquisition espagnole pour récupérer tous les territoires, en fait, toutes ces personnes qui n'étaient plus chrétiens, qui avaient tourné le dos à la religion chrétienne. Ainsi, l'Inquisition espagnole va s'occuper de récupérer toutes ces personnes et les reconvertir au christianisme, ce christianisme-là qui a plongé l'Europe dans un état semi-barbare. Eh ben, on va organiser l'Inquisition espagnole pour pouvoir récupérer toutes les personnes qui avaient quitté la religion chrétienne pour les y remettre. Alors, comment se passait cette Inquisition espagnole? Eh ben, il y a quelqu'un qui va mieux nous expliquer cela, comment ça se passait. Il va de soi que Thomas a désormais les mains complètement libres pour organiser l'Inquisition et la mener comme bon lui semble. La reine a une totale confiance en lui et le voit même comme l'envoyé du Christ chargé d'accomplir sa volonté sur terre. Il a dans son viseur les conversos, les juifs et les musulmans récemment convertis au catholicisme. Bon, pour lutter efficacement contre la propagation des hérésies, Thomas instaure des autodafés, c'est-à-dire d'immenses bûchers au cours desquels on brûle tous les livres considérés comme hérétiques, quoi. Il y en a beaucoup, hein. Grosso modo tout ce qui n'est pas la Bible. Mais aussi et surtout, il perfectionne et développe ce qu'on appelle les tribunaux d'inquisition. Oula, ça a pas l'air fun comme concept. Ah, je te le fais pas dire, rien que le prononcer, ça donne un petit peu la... Tu vois les frissons là, les poils là. Mais bon, la plupart du temps, ces tribunaux sont itinérants et se déplacent de village en village. Ils sont composés de quelques inquisiteurs accompagnés de leurs serviteurs. Le concept est très simple. Les inquisiteurs arrivent dans un village et rassemblent toute la population sur la place de l'église et du marché. Ensuite, ils prêchent un peu, histoire d'expliquer à tout le monde ce qu'est la véritable foi catholique. Une fois que c'est fait, ils préviennent les villageois qu'ils passeront quelques jours en ville et invitent chaque habitant à venir les voir pour dénoncer des hérétiques. Enfin, je dis qu'ils invitent les habitants, mais dans les faits, tout le monde est obligé d'y aller. Ceux qui leur mettent un vent ou qui ne dénoncent personne sont automatiquement perçus comme des hérétiques potentiels et sont donc traités comme tels. Attends, si j'ai bien compris, leur système repose sur la délation. Dans ce cas, comment ils font pour que les gens ne sachent pas qui accuse qui? Parce que j'imagine que si quelqu'un apprend qu'un tel ou un tel l'a accusé, ça peut dégénérer. Ouais, tout à fait, exactement, t'as raison. En fait, pour éviter les problèmes de ce genre, les inquisiteurs instaurent un climat de tension tout à fait propice à la délation. Lors d'un procès, on ne peut s'entretenir que seul à seul avec un inquisiteur. La moindre parole sera notée par un greffier et bien entendu, chaque témoignage reste totalement secret. Afin de conserver ce secret, il est interdit de révéler à qui que ce soit ce qu'on a dit à l'inquisiteur, sous peine d'être arrêté et mis au cachot. Eh, croyez-moi, le cachot, personne n'a envie d'y aller. Quand on y est, on est totalement isolé du reste du monde et on ne sait pas quand on en sortira. Et donc, lorsque les inquisiteurs ont reçu assez de témoignages et sont parvenus à identifier quelques hérétiques potentiels, ils les arrêtent et les incarcèrent en attendant le début du procès. Mais bon, pour ajouter à la tension ambiante, les accusés sont arrêtés discrètement. Donc souvent, ils ne savent même pas de quoi on les accuse et pourquoi on les arrête. Les inquisiteurs les laissent ensuite mariner plusieurs jours en cellule, histoire qu'ils essaient de trouver eux-mêmes les raisons potentielles de leur arrestation et qu'ils avouent pendant leur futur interrogatoire. Eh ben, heureusement qu'ils ont un avocat pour les défendre. Non. En fait, les avocats sont autorisés, mais dans les faits, si leur client est déclaré coupable d'hérésie, ils encourent la même condamnation que lui. Allez, salut! Du coup, comment dire quoi? Ça se bouscule pas au portillon pour défendre les hérétiques. Oui, mais enfin bon, s'ils emprisonnent un type qui n'a rien fait, il pourra pas être condamné puisqu'il est innocent. Eh bien... pas forcément. En fait, les inquisiteurs ont des méthodes d'interrogatoire assez retorses pour piéger les accusés qui sont, la plupart du temps, de simples paysans illettrés. D'ailleurs, voici un exemple un peu caricatural de ce à quoi les interrogatoires de l'Inquisition pouvaient ressembler. Croyez-vous en Dieu?
Oui, je crois comme vous, oui. Vous croyez croire comme moi, puisque les hérétiques que vous croyez croient qu'en faisant croire que vous croyez comme vous croyez que je crois, vous ferez croire que vous croyez comme il est bon de croire, alors qu'en fait, vous n'y avez jamais cru. Je ne crois pas. Ah, vous ne croyez pas? Qui aurait cru? Incroyable. Mais je... Silence hérétique. Voilà, bon, si les accusés ne tombent pas dans les nombreux pièges qu'on leur tend lors de leur interrogatoire, ils peuvent toujours être torturés. Et avec la torture, faire avouer n'importe quoi à n'importe qui devient un jeu d'enfant. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec un homme aussi déterminé que Thomas à sa tête, l'Inquisition va devenir une véritable machine de guerre. Les procès et les condamnations s'enchaînent et les possessions des personnes condamnées pour hérésie sont automatiquement saisies par l'Inquisition. De toute façon, elles vont être brûlées vives, donc ça leur servira plus à grand chose. Abjure ta foi en Belzébuth, et tu mourras pardonné. Mais tu ne comprends pas le français, tête de veau. Les conversos sont traqués sans pitié et sévèrement punis. Après, eux ne sont pas systématiquement brûlés, car le bûcher est réservé aux hérétiques, les plus récalcitrants. Mais bon, vous inquiétez pas, il y a du châtiment pour tout le monde. Enfin bon, en tout cas, je précise que ceux qui étaient condamnés au cachot à perpétuité ne survivaient que quelques années au maximum, tant leurs conditions de détention étaient déplorables. Donc pour résumer, j'habite dans un petit village tranquille où tout le monde s'entend bien. Les inquisiteurs arrivent, je me fais dénoncer et calomnier par je ne sais pas qui sans aucune preuve, on me met en prison, on me torture pour que j'avoue des trucs imaginaires, et je me retrouve finalement fouetté devant tout le monde sans même savoir pourquoi, et mes biens sont confisqués, c'est ça? Oui, c'est ça. Et encore, là, c'est plutôt un scénario positif. Mais c'est horrible. C'est une question de point de vue, parce que pour le grand inquisiteur, c'est une toute autre histoire. Au Moyen-Âge, la foi est quelque chose d'essentiel dans la vie des individus. Avoir les bonnes croyances et les bonnes pratiques est indispensable pour obtenir le salut de l'âme. L'Inquisition perçoit l'hérésie comme une falsification de la foi, une offense à Dieu qui empêche le salut de l'âme. C'est pour ça qu'elle la traque sans répit. L'hérésie est aussi assimilée à une maladie que seul le feu peut purifier. Et du feu, il va y en avoir puisque on estime que sous la tutelle de Thomas de Torquemada, l'Inquisition a mené plusieurs dizaines de milliers de procès. Le gars, il chômait pas, quoi. Et d'après certains historiens, le grand inquisiteur aurait lui-même condamné directement au bûcher entre 2000 et 7000 hérétiques. Lui-même. Voilà, c'est sur sa carte de visite, quoi. En fait, il faut dire que Thomas avait la particularité de traquer les hérétiques aussi bien vifs que morts. Vous savez, ce sont des passionnés. Bon, pour tout vous dire, en fait, on estime qu'il a condamné plusieurs milliers de personnes à titre posthume. De quoi? Comment on peut condamner quelqu'un qui est déjà mort? C'est pas difficile, en fait. On déterre le corps du condamné, peu importe l'état de décomposition du corps, et ensuite, on le... C'est quand même fou, pardon. Mais ensuite, on le crame. Vous voyez, c'est une sorte... Ça va plus loin que le rage kit, là, en fait, à ce niveau-là. C'est que tu reviens dans la partie et tu lui pourris sa race, quoi. Voilà. Alors, vous voyez comment le niveau de barbarie des Européens... À quel point le niveau de barbarie des Européens peut arriver jusqu'à son paroxysme. Et... après avoir récupéré les territoires occupés par les Noirs à cette époque-là, les Noirs qui étaient bien plus civilisés qu'eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont s'organiser du fait qu'ils ont été recivilisés, maintenant qu'ils ont réappris les sciences, qu'ils ont réappris la médecine et tout ça. Ils vont maintenant organiser des expéditions, ils vont construire des bateaux pour maintenant venir reconquérir ceux qui les avaient conquis auparavant. Et c'est à ce moment-là que l'esclavage va commencer en Afrique. Du fait que les Africains, eux, n'ont jamais développé des armes de destruction massive parce qu'eux, ils étaient dans une atmosphère pacifique. J'ai déjà expliqué ça très souvent sur cette chaîne. Allez voir la vidéo qui en parle. Du fait que les Africains étaient très pacifistes et qu'ils ne songeaient pas trop à faire la guerre entre eux, bien qu'il y avait évidemment certains petits conflits à l'intérieur du continent africain, mais ils n'avaient jamais pensé à s'auto-détruire comme les Européens. Du coup, ils n'avaient jamais pensé à fabriquer des armes de destruction massive et des trucs comme ça. Mais les Européens, vu qu'ils étaient tout le temps en guerre perpétuelle les uns contre les autres, ils ont fabriqué des armes capables de détruire des populations entières et ils ont chargé leurs bateaux de ces armes-là pour venir reconquérir les Africains qui les avaient civilisés à cette époque-là. Et c'est ainsi que l'esclavage au XVe siècle va commencer. Alors, j'ai commencé par l'étape la plus récente dans l'histoire à propos de la civilisation, comment l'Afrique a civilisé l'Europe. Mais avant cela, il y a deux autres étapes que nous avons sautées. L'étape qui vient juste avant ça, c'est comment est-ce que l'Europe a été civilisée par l'Afrique au moment de l'époque pharaonique. Oui, c'est l'Égypte qui a civilisé la Grèce et la Grèce a ensuite civilisé le reste de l'Europe. Eh bien, la civilisation gréco-romaine est une civilisation qui est née sur la base des Égyptiens. En fait, l'Égypte est celle qui a civilisé l'Europe au moment de ce que les Européens appellent l'Antiquité, à l'époque où chez nous en Afrique c'était l'époque pharaonique. Eh bien, comment ça s'est passé? Eh bien, comme nous l'avons déjà expliqué sur cette chaîne, allez voir dans cette vidéo-là, déjà à partir de la préhistoire, les humains avaient une certaine notion de civilisation.
bien qu'il n'avait pas encore inventé l'écriture, qu'il n'avait pas encore inventé des systèmes sophistiqués de vie tels qu'on les connaît aujourd'hui, mais ils avaient quand même déjà une certaine notion de civilisation. Alors, en remontant, parce que l'humanité est née en Afrique noire, en Afrique de l'Est et en Afrique australe, alors en remontant vers le nord, ils ont longé le cours du Nil pour arriver jusque dans la vallée septentrionale du Nil, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Égypte. Alors, c'est en arrivant là, vu qu'ils ont trouvé des terres fertiles, vu qu'ils ont trouvé un moyen propice au développement d'une grande civilisation, ils ont d'abord commencé au Soudan, c'est-à-dire ce que les anciens Grecs appelaient l'Éthiopie, c'est-à-dire la partie aujourd'hui qui englobe le Soudan, l'Éthiopie et la Somalie actuelle. Toute cette zone-là, c'est ce qu'on appelait l'Éthiopie à cette époque-là. Alors, les humains se sont installés d'abord en Éthiopie, où ils ont développé une certaine forme de civilisation, ce qu'on a appelé la civilisation nubienne ou le royaume, l'empire de Kouch. Après avoir quitté l'empire de Kouch, ils ont remonté vers le nord et c'est en Égypte où cette civilisation est arrivée à son apogée, ce qu'on appelle aujourd'hui la civilisation de Kémet ou l'Égypte antique. C'est à ce moment-là que la première civilisation de l'histoire, la première grande civilisation de l'histoire va naître et qui est d'ailleurs la plus grande que l'humanité a connue. Alors, les Noirs égyptiens, en ayant fait leur grande civilisation, tous les gens qui vivaient aux alentours et au pourtour de ce grand empire-là vont quitter chez eux pour venir s'instruire en Afrique, venir s'instruire chez les Noirs égyptiens et apprendre toutes les grandes sciences que nous connaissons aujourd'hui, comme l'astronomie, la physique, toutes ces grandes sciences que nous étudions jusqu'aujourd'hui, eh bien, elles sont nées dans le monde noir. Et aujourd'hui, quand on entend parler de Socrate, de Hippocrate, de Archimède, de Thalès, de Pythagore, tout ce monde-là a étudié en Afrique. Et c'est en Afrique qu'ils ont pris toutes leurs grandes connaissances avec lesquelles ils sont allés civiliser leurs proches, leurs contemporains en Grèce. Par exemple, nous avons Hippocrate. Hippocrate, c'est aujourd'hui quand on veut se prêter serment, quand on veut devenir médecin, on dit qu'on prête le serment d'Hippocrate parce que Hippocrate serait le patron par excellence des médecins. Mais en réalité, Hippocrate est quelqu'un qui a étudié en Afrique, qui a pris toutes ses connaissances en Afrique. Et c'est à partir, sur base de ces connaissances qu'il a apprises en Afrique, qu'il est allé civiliser ses frères et ses proches dans son pays, la Grèce. Nous avons par exemple Archimède, ou commençons par Thalès. Thalès, on connaît aujourd'hui le théorème de Thalès qui montre comment calculer bref, les calculs qui tournent autour du triangle et tout. Mais en réalité, ce Thalès-là, il a pris ses connaissances en Égypte. Le théorème de Thalès est un théorème que l'on retrouve en Égypte au moins 1100 ans avant la naissance de Thalès. Pareil pour Pythagore. Pythagore, aujourd'hui aussi, on connaît un théorème qui s'appelle le théorème de Pythagore. Mais Pythagore, il arrive en Égypte et ce sont les prêtres égyptiens qui l'envoient d'abord balader plusieurs fois et qui, plus tard, comme les prêtres égyptiens se rendent compte qu'il est vraiment assidu, qui décident finalement ok, d'accord, on le prend et on l'initie. Et c'est après son initiation, près de 14 ou 16 ans, je ne me souviens plus exactement, c'est après plusieurs années que finalement, quand il a été initié et qu'il a appris les sciences, qu'il retourne chez lui pour apprendre à ses contemporains le théorème qu'il a appris en Égypte et que ses contemporains vont appeler le théorème de Pythagore. Plusieurs sciences, plusieurs mathématiciens de cette époque qui ont introduit les sciences en Europe, principalement en Grèce, venaient d'Égypte. Ils ont étudié en Égypte. Il y a Platon qui a passé 13 années à Héliopolis en Égypte et qui a étudié la philosophie et tout, et qui a rapporté les connaissances qu'il a eues en Grèce, chez lui. Il y a Archimède. Aujourd'hui, on connaît ce qu'on appelle la vis d'Archimède, c'est-à-dire une sorte de spirale qui peut faire remonter l'eau. Et bien cette spirale-là, cette vis d'Archimède, Archimède a eu son inspiration pour la fabriquer en Afrique. Il a pris ces connaissances-là d'Afrique.
avant de les emmener en Europe. Aujourd'hui, quand on ouvre les livres de physique qu'on apprend chez nous dans nos écoles africaines, on apprend la vis d'Archimède. On étudie Archimède comme un révolutionnaire qui a révolutionné des choses et tout. Et pourtant, ce Archimède-là, il a étudié en Afrique. C'est nous, les Africains, qui avons appris à Archimède comment fabriquer la vis d'Archimède. Et aujourd'hui, nous, les Africains, nous appelons cette invention la vis d'Archimède. Et pourtant, c'est nous, les Africains, qui sommes à la base de ces inventions-là. Il y a beaucoup de soi-disant savants et inventeurs de l'Europe à cette époque-là qui, en réalité, ont appris beaucoup de leur savoir en Afrique. Quand nous regardons l'architecture, par exemple, le plus grand savant de l'histoire de l'humanité, Imhotep, il a appris tellement de choses aux étrangers qui sont allés ramener ces connaissances chez eux. Regardez par exemple ces colonnes-là, ce sont des colonnes égyptiennes qui sont fabriquées, qui ont été construites en Égypte. Et plusieurs millénaires après, on retrouve les mêmes constructions en Grèce et en Europe. Eh bien, ce sont des héritages kamites, ce sont des héritages africains de cette époque-là, qui plus tard se sont retrouvés en Europe. Donc c'est l'Afrique qui a civilisé l'Europe par son savoir, par ses sciences, par tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Eh bien, la connaissance que nous avons dans le monde à ce jour, eh bien, elle vient de chez nous, elle vient d'Afrique, elle vient de nos ancêtres en réalité. Ce sont nos ancêtres qui ont civilisé le monde. Ce sont nos ancêtres qui sont à la base des mathématiques, qui sont à la base de l'astronomie, de la géophysique, de toutes les sciences sophistiquées qu'on connaît aujourd'hui. Même l'informatique, le système binaire informatique qu'on connaît aujourd'hui est né en Afrique. Ce sont les Africains qui ont inventé tout cela. Ils ont tout simplement été perfectionnés au fil du temps avec l'avènement de plusieurs autres technologies. Mais en réalité, toutes les bases des sciences, des arts, de la médecine, de tout ce qu'on connaît aujourd'hui est né en Afrique. C'est l'Afrique qui a civilisé le monde, je ne le dirai jamais assez. Et finalement, on va terminer par le moment le plus lointain dans l'histoire de comment est-ce que les Africains ont civilisé l'Europe. Eh bien, nous sommes en train de remonter le temps en fait. Nous arrivons à un moment le plus lointain du contact entre l'Afrique et l'Europe. C'est il y a environ 6000 ans lorsque les Africains sortent de l'Afrique du Nord et arrivent en Europe du Sud et en Europe occidentale. À ce moment-là, les premiers occupants de l'Angleterre qui débarquent en Angleterre à ce moment-là, c'était les Noirs qui venaient d'Afrique et qui allaient vers le nord pour peupler le nord de l'Europe, le nord du monde, tout simplement. Arrivés là-bas, les premiers Africains qui arrivent à cet endroit-là vont commencer à bâtir les plus grandes structures mégalithiques qu'on connaît aujourd'hui en Europe. Parce que les structures mégalithiques, la plus vieille structure mégalithique qu'on connaît dans le monde est en Afrique du Sud. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Eh bien, le calendrier, ce qu'on appelle aujourd'hui le calendrier d'Adam, qui est un calendrier astronomique qui indique l'heure, qui indique les jours, les années, eh bien, il se trouve en Afrique du Sud, sur le site de Mpumalanga, en Afrique du Sud. C'est le plus vieux site mégalithique qu'on connaît au monde aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'en Afrique du Sud qu'on retrouve des sites mégalithiques comme ça. Nous trouvons des cercles de pierre un peu partout en Afrique. Ces cercles de pierre-là, les connaissances de ces cercles de pierre, eh bien, ils permettent à l'homme, ce sont des calendriers en fait, qui permettent à l'homme de se situer dans le temps. Dans l'espace, ils arrivent à se situer grâce aux étoiles et tout. Et dans le temps, ils ont besoin de faire des calendriers ou des horloges. Et ce sont ces horloges-là, ce sont ces cercles de pierre qui leur servaient de calendrier et d'horloge. Et cette connaissance, cette technologie-là, ils vont voyager avec partout dans le monde. Et lorsqu'ils arrivent en Europe, en Angleterre principalement, ils vont créer ce qu'on appelle aujourd'hui le site de Stonehenge. Nous voyons souvent ces structures mégalithiques-là, mais nous nous disons souvent que, bon, puisque ça se trouve en Europe, donc forcément ce sont les Blancs qui ont construit cela. Mais en réalité, ces blocs-là, ces cercles de pierre et ces structures mégalithiques qu'on retrouve presque partout d'ailleurs en Europe et en Afrique,
ce sont les Noirs venus d'Afrique qui ont construit ces choses-là pour, évidemment, comme je le disais, se situer dans le temps. Alors, les calendriers mégalithiques qu'ils construisaient à ce moment-là, ils les ont construits partout où ils passaient, que ce soit en Afrique ou en Europe où ils sont passés. Ils les ont construits pour, non seulement pour se situer dans le temps, mais aussi pour une sorte de culte qu'ils rendaient à leurs ancêtres, à leurs dieux, et c'est ainsi qu'ils arrivaient à marquer leur présence. L'empreinte de leur présence, de leur passage, était marquée par ce genre de construction-là. Et aujourd'hui, quand on arrive en Angleterre et qu'on voit ces structures, ce sont des gens, ce sont des Africains qui les ont construits. Il y a même des représentations des Européens qui ont essayé de reconstruire des squelettes qu'ils ont trouvés sur place. Ils ont essayé de reconstituer le faciès des gens qui vivaient à cette époque, à ce lieu-là. Et ces Européens-là se sont rendus compte que c'était des squelettes d'hommes noirs. Voilà une reconstitution de l'homme de Grimaldi et l'homme de Cheddar, qui date de plusieurs milliers d'années avant que les Indo-Européens qu'on connaît aujourd'hui, qui occupent l'Europe, ne puissent arriver à ce lieu-là, dans l'Europe occidentale que nous connaissons aujourd'hui. Des milliers d'années, il y avait l'homme de Grimaldi et l'homme de Cheddar qui habitaient dans cette zone géographique. Eh bien, ce sont les Noirs qui ont apporté tout ce que nous connaissons aujourd'hui de grandiose dans le monde. Ce sont les Noirs qui ont civilisé le monde. Alors, il faut que nous apprenions à nous réapproprier notre patrimoine culturel. Parce que je le dis souvent sur cette chaîne, tant que dans notre imaginaire, nous penserons toujours que l'homme noir n'a jamais rien apporté au monde, comme Sarkozy le disait une fois, d'ailleurs en Afrique, aux Africains, il disait que l'homme noir n'est pas suffisamment entré dans l'histoire. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Ah non mais vraiment? Eh bien, je crois que jusqu'à présent, très peu d'Africains sont ceux qui sont arrivés à contester ce genre de paroles. Alors, tant que les Africains continueront à accepter ce lavage de cerveau comme quoi l'homme africain n'est jamais suffisamment entré dans l'histoire, que l'homme africain n'a jamais suffisamment apporté quelque chose au monde, que l'homme africain n'a jamais pu inventer quoi que ce soit qui a apporté le développement à l'humanité, tant que l'homme noir continuera à gober ses mensonges, eh ben, il se verra toujours comme un homme inférieur. Et lorsqu'on se sent inférieur, on n'est capable de rien. Tout part de ce qu'il y a là-dedans. Tant qu'on se sent inférieur ou incapable, eh ben on sera inférieur et incapable. L'imagination de l'être humain est ce qui pousse à l'homme de devenir ce qu'il est ou de devenir ce qu'il a envie de devenir. Tant qu'une personne continuera à croire qu'elle est inférieure, eh bien elle restera inférieure. Tant que l'homme saura qu'il est digne d'être plus grand, plus fort et tout, il le deviendra. L'être humain n'est capable de devenir que ce qu'il est capable d'imaginer. Je ne peux jamais pouvoir inventer quelque chose tant que je ne l'ai jamais imaginé. Tout part de l'imagination. Et donc l'être humain ne peut devenir que ce qu'il imagine. Donc nous les Africains, tant que nous aurons... Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que je fais ce genre de chronique pour l'éveil des consciences et tout. C'est parce qu'en fait, si on n'arrive pas à imaginer que nous sommes des grandes personnes, des grands hommes qui ont apporté de grandes choses à l'humanité, eh ben, nous n'arriverons jamais à nous développer. Tout commence par là-dedans. Tant que nous savons que nous sommes capables de grandes choses, eh ben nous serons capables de grandes choses. Raison pour laquelle nous devons sortir de l'obscurantisme, nous devons sortir de l'ignorance, connaître notre patrimoine culturel, nous l'approprier une fois pour toutes afin de reconquérir notre grandeur passée qui a été perdue durant tous ces millénaires-là que je vous ai raconté pendant toute cette chronique. Alors, soyons ces personnes, soyons grands, soyons forts et soyons fiers. À très bientôt pour une nouvelle chronique. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo pour aider à son référencement et surtout de partager en statut WhatsApp ou de n'importe quelle manière que vous pouvez pour aider à soutenir notre œuvre. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et à très bientôt.